Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème du RGPD dans les ressources humaines. Nous allons prendre encore quelques petites secondes, une minute, le temps de laisser les dernières personnes nous rejoindre. Petite information extrêmement importante, si jamais vous rencontrez des difficultés concernant le son, concernant la vidéo, Ikram est avec nous et disponible sur le chat, donc n'hésitez surtout pas à lui poser toutes les questions ou à la solliciter pour lui demander de l'aide si nécessaire. Et je le répéterai un peu plus tard dans la présentation, mais vous recevrez bien évidemment un lien avec le replay et surtout le point qui est extrêmement important, le contenu donc de la présentation, ce qui vous permettra, plutôt que de prendre des notes, de vous concentrer sur la participation et n'hésitez surtout pas à poser des questions. Avant de laisser la parole à Raphaël, je vais introduire avec un petit sondage que nous avons justement posté sur LinkedIn il y a cela quelques jours et qui a été un peu la base de notre démarche. L'idée a été de poser la question de savoir comment est-ce que les gens se sentaient sur la RGPD, sur le RGPD, pardon, et sur la partie ressources humaines. Et on s'est rendu compte que pour une très grande partie, c'est quelque chose qui était encore flou, une grande majorité, plus de 75%. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir Raphaël aujourd'hui qui va nous permettre de clarifier tout ça. Dernier point, n'hésitez surtout pas à partager peut-être sur le chat si vous avez des questions qu'on a sollicitées et on tentera d'y répondre au fur et à mesure. Mais également, n'hésitez pas à donner un peu de contexte, nous préciser si vous êtes dans une PME, une ETI, une grande entreprise, si vous êtes en France ou dans un autre pays, ça permettra d'avoir aussi un peu plus de contexte. En tout cas, on est tous ravis de vous accueillir aujourd'hui. Raphaël? Oui, bonjour tout le monde, hein. Pardon, excuse-moi. Bonjour tout le monde. Ravi de vous présenter. Effectivement, merci Virgile, merci Enkid pour cette présentation et pour cet événement. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis cofondateur, CEO de DPO. Dans une ancienne vie, j'étais avocat dans le domaine du RGPD notamment et des nouvelles technologies. Donc c'est à cette occasion que je me suis lancé dans l'aventure après RGPD via DPO en tant que DPO externalisé. On pourra un peu expliquer un peu plus tard ce dont il s'agit dans la suite de la présentation. Et pour ma part, donc, je suis Virgile Corbucci, je suis directeur général de Hunted. Hunted, qui est une plateforme de recrutement qui connecte des entreprises avec des cabinets de recrutement. Nous intervenons en France, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique. Et pourquoi est-ce que je suis présent? Tout simplement parce que nous avons la chance d'être accompagnés par Raphaël et ses équipes depuis plus de 2 ans maintenant, et que ça a été un moment extrêmement important dans notre structuration du RGPD par rapport au recrutement et de manière un peu plus globale par rapport aux ressources humaines. Donc, on a eu envie de partager un peu cette expérience et d'expliquer comment ça s'est passé pour nous et surtout qu'est-ce que ça nous a apporté. Et n'hésitez pas à poser des questions, comme l'a dit Virgile, au fur et à mesure, hein, puisqu'on va développer pas mal de thèmes et l'objectif, c'est que ce soit dynamique. Donc, vraiment, n'hésitez pas à en poser dans le chat. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, place à l'expert. Donc, encore une fois, merci à toutes et à tous hein, d'être présents ce matin pour le sujet RGPD. Pour lancer vraiment le vif du sujet, on va lancer quelque chose de cash, c'est-à-dire vous expliquer qu'en fait, le RGPD et RH, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'un des principaux risques en matière RGPD. Voilà, le RH, c'est devenu le deuxième, peut-être deuxième cas le plus dangereux sur le RGPD. Il faut savoir par exemple que 35% des plaintes RGPD auprès de la CNIL, par exemple, sont des plaintes RH. Donc comme tout le monde pense que cookies, consommateurs, c'est vrai. La première cause, c'est plutôt la prospection commerciale, mais la deuxième, troisième, c'est vraiment le RH. Et pour que tout le monde comprenne bien, vous allez voir que c'est vraiment un outil aujourd'hui, c'est un levier, et peut-être c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux hein, aujourd'hui à participer, c'est que c'est un levier, donc on découvre, hein, utilisé notamment par les conseils droit du travail, en cas de litige
pour, dans le cadre de négociations, par exemple, on veut négocier la fin d'une relation avec son employeur, le RGPD peut être un outil. Et donc l'objectif, ça va être donc de vous parler un peu des risques, différents risques qui existent, mais aussi de vous donner des bonnes pratiques sur la manière de répondre au mieux. Après, il y aura un petit retour d'expérience d'Untid sur l'accompagnement RGPD, ce que ça lui a apporté le RGPD, et donc des questions-réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à les poser entre-temps. Et donc, pour vous expliquer le RH, il y a je vois trois risques principaux. Il y a d'abord un risque que vous n'imaginez pas, c'est un risque business. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en réalité, on va voir qu'il y a de la formation, par exemple dans le RGPD, il y a de la sensibilisation. Et en fait, tout ça, ça permet aussi de permettre à vos équipes de mieux répondre aux besoins auprès de leurs clients. Ça, on en parlera après, mais ça, c'est un premier point. Il y a le risque RH pur. On va en parler, c'est-à-dire les droits d'accès, vous en avez peut-être entendu parler. Donc un salarié qui veut se constituer un dossier ou alors une violation de données, ce genre de choses. Et justement, il y a le risque cyber, donc violation de données, habilitation qui peut mener à un problème de sécurité. Donc c'est les trois enjeux qui vont gérer plutôt par le RH. Et ben écoute, Virgile, tu peux passer au slide suivant. Je ne sais pas si c'est Virgile ou Ikram qui s'en occupe. Donc là, on va vous expliquer donc 5 bonnes pratiques sur le RGPD. Toi, tu peux passer, je te remercie beaucoup, sur le slide suivant. Merci beaucoup. Donc, évidemment, comme vous l'avez compris, d'abord, il faut sensibiliser, former ses employés. Alors, vous allez me dire, bah oui, bien sûr, c'est évident, mais qu'est-ce qu'il faut dire en réalité? Alors, déjà, sachez que le RGPD, c'est obligé de former les équipes. C'est pas écrit dans le texte. Et ce qui est écrit, c'est que vous avez des obligations en matière de sécurité organisationnelle. Et ça passe par la sensibilisation. Puisqu'en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas, vous pouvez pas être, si vous avez déjà plus de 10 salariés, c'est impossible pour vous d'être derrière les écrans de vos 10 salariés. Impossible. Donc, vous avez beau mettre en place toutes les process possibles, si vous ne formez pas les équipes sur la manière de respecter le RGPD, vous allez avoir des difficultés puisque ils vont forcément faire des erreurs qui peuvent être embêtantes. Je vous donne un exemple, même si j'empiète un par exemple, si vous avez par exemple, vous souhaitez envoyer en RH, je l'ai déjà vu, vous souhaitez envoyer un volume de données, par exemple avec des candidats, par exemple, imaginons que vous êtes plutôt dans le recrutement, vous travaillez avec des agences de recrutement, vous avez un volume de données avec les CV, avec les rémunérations, et vous envoyez ce fichier à une mauvaise personne. Alors, moi, j'ai déjà vu une entreprise qui faisait de l'intérim, qui s'était trompé, on va envoyer un mail avec dedans un fichier zip dans lequel il y avait des milliers de personnes à un mauvais destinataire. Donc là, violation de données. Et ça va passer par exemple de la sensibilisation, puisque vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'envoyer un mail. Donc il faut plutôt lui expliquer quand il y a du volume, comment je vais faire pour limiter ce genre de risque. Donc dans la formation, il y a aussi des aspects, donc il y a beaucoup d'aspects cyber, ça c'est quand même très pratique, parce que le RGPD cyber c'est quand même assez lié. Donc il y a beaucoup d'aspects cyber, mais il y a aussi des aspects de bonne pratique. Je vous donne un autre exemple, on en reparlera un petit peu après, mais vous avez peut-être aujourd'hui des problématiques sur l'usage de l'IA. Je m'explique. Je veux utiliser ChatGPT, je suis un salarié, je ne l'ai pas sensibilisé, il va prendre les documents confidentiels, il va les mettre sur ChatGPT, et ça peut poser des problèmes en termes évidemment de sensibilisation, en termes de confidentialité. Et donc là-dessus, il y a un vrai besoin de bien sensibiliser ces équipes pour qu'elles aient les bons réflexes. Et en fait, tout ça, c'est aussi du RGPD. D'accord? Donc vraiment, la sensibilisation, la formation, ça peut paraître un peu basique, mais en réalité, ça a une importance concrète très forte puisque ça va réduire les risques de violation de données, notamment. Et d'ailleurs, je me permets une petite aparté, Virgile, parce que je vois qu'il y a beaucoup en fait, de gens qui ont répondu dans le sondage comme étant plutôt débutants, donc, ce qui confirme le sondage que tu avais mis sur LinkedIn. Donc, juste avant, je vais quand même vous faire une micro-aparté sur ce que c'est que le RGPD en tant que tel. Le RGPD, on dit bien le RGPD, pas la RGPD, puisque en fait, c'est un règlement européen et donc il s'applique partout pareil dans toute l'Union européenne. D'accord? Donc un règlement européen, c'est comme une loi fédérale. C'est-à-dire que tant en France qu'en Allemagne qu'en Bulgarie, c'est la même réglementation. Donc à partir du moment où vous le respectez en France, vous le respectez aussi pour le reste du monde. Et c'est intéressant pour s'il y a ici, chez nous, des structures qui ont des employés dans différents pays, notamment de l'Union européenne.
bah, sachez qu'à partir du moment où vous le respectez en France, et que les mêmes règles vont s'appliquer pour les salariés d'autres pays. Donc comme ça peut faire d'une pierre deux coups. Tu peux passer hein, s'il te plaît, Oui. J'en sur profite pour répondre à la question de Christelle. En fait, nous, pour vous partager un peu un petit cas, quand on a débuté l'accompagnement avec DPO, qu'est-ce qu'il s'est passé? La première chose, c'est on a eu un petit questionnaire en interne qui concernait toutes les équipes, pas seulement les équipes qui travaillent sur la partie ressources humaines, mais aussi bien le marketing, les équipes tech. Et ça nous a permis de comprendre où est-ce que se situaient les salariés et quelle était leur appréhension du RGPD. Et on s'est rendu compte que pour beaucoup, c'était encore très très flou et qu'ils avaient besoin d'informations. Donc quand Christelle vous posait la question de est-ce que cette formation se situe au niveau des périmètres RH uniquement, non, je pense que je réponds plus largement, ça doit toucher beaucoup plus largement que les ressources humaines, puisqu'on le voit typiquement, nous, nos clients, ce ne sont pas seulement les ressources humaines qui recrutent, ce sont les line managers, ce sont potentiellement les dirigeants. Et donc, dès lors que vous êtes en lien et que vous êtes amené à traiter de la donnée de candidats internes ou externes, mais forcément, il faut avoir ces notions et il faut avoir au moins ces connaissances. Je me Alors trompe, Raphaël? non, non, c'est très très juste et justement on revient, donc je te remercie même d'en avoir parlé parce que ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le risque. Je vous avais dit qu'il y avait trois risques notamment RH et notamment il y a un risque business. Et en fait, le risque business, il passe par de la sensibilisation. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes un outil comme Unted, par exemple, un outil donc, qui est sous-traitant au sens du RGPD, donc qui va traiter les données de ses clients pour le compte de ses clients. Euh, Là, en fait, la conformité RGPD, elle est fondamentale, puisque c'est un enjeu business, c'est-à-dire que si je suis pas conforme, je ne vends pas. Or, ça va passer notamment par les équipes, notamment vente d'abord, puisque lors de la vente, en fait, le RGPD aujourd'hui, il faut avoir conscience que ça peut freiner les délais de vente, puisque en fait, avant de vous recruter, je dois m'assurer que vous êtes conforme, donc ça forcément demande des étapes supplémentaires. Or, si vous n'avez pas bien sensibilisé vos équipes aux besoins de vos clients en matière RGPD, en fait, vous allez recevoir, et nous c'est déjà arrivé, hein, des clients qui vont recevoir des demandes, ils vont mal répondre parce qu'ils n'étaient pas au courant. Donc en fait, le client va croire qu'ils sont pas conformes et donc en fait va hésiter à les prendre, donc va demander encore plus d'audits, etc. Donc ça ralentit et ça augmente les risques. Donc déjà, rien que sensibiliser les équipes sales sur le RGPD, sur les besoins clients, bah, ça permet d'y répondre. Sur le RH, évidemment, bah, il y a en fait, la conformité RH, telle qu'on vous le dit là sur la sensibilisation, c'est pas sensibiliser sur les règles RH. C'est vraiment sensibiliser justement vos employés sur leurs devoirs RGPD à eux. Donc faites bien de poser la question, Emmanuel. C'est qu'en fait, moi, j'ai des obligations afin de former mes équipes pour qu'elles fassent le moins de bêtises possible. Euh, Par exemple, quelque chose que tout le monde connaît, hein, c'est aujourd'hui le phishing, par exemple. Moi, j'avais travaillé quand j'étais donc avocat dans un dossier où une grosse société qu'on connaît tous, internationale, l'une des filiales en Espagne, il y avait une personne qui avait reçu un mail de phishing, il a cliqué sur le petit lien, ça a chiffré toutes les bases de données de toute la boîte et il perdait 6 millions par jour. Voilà, et ça, c'est parce qu'il n'y avait pas eu assez de sensibilisation avant, d'explication des risques, et notamment des risques cyber, mais pas que, et des réflexes à avoir pour ne pas faire de bêtises. Je vous donne un autre exemple qui est très 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 simple. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les clés USB, c'est quelque chose de bien et sécurisant. Bah oui, je sais, je vois ton visage, Virgile, et tu as Mm. raison. Mais Ouais. c'est vrai que, tu vois, j'avais travaillé alors ça c'est amusant, mais j'avais mis en conformité un des diocèses de France. Et dans le diocèse de France, tu as beaucoup de bénévoles, mais néanmoins, ils ont accès aux données, bah, t'imagines, donc des données sensibles, puisque c'est des données liées à l'orientation, enfin, aux opinions religieuses, croyances religieuses des personnes. Pour les bénévoles, mettre ça sur une clé USB, c'était la liste avec les milliers de personnes, parce que c'était une grosse métropole en plus, c'était sécurisé. Alors c'est la pire chose. Évidemment, vous avez la clé USB, vous allez dans un café, dans un bar, dans un restaurant, vous oubliez votre sacoche ou la clé USB, violation de données. Donc, par exemple, c'est des réflexes comme ça, c'est des points clés à bien expliquer pour pas se tromper auprès des collaborateurs. Donc, c'est vraiment ça le sujet. Pour la question, Emmanuel, que vous posez, c'est une question qui est extrêmement intéressante puisque ça a été tout un des enjeux de l'accompagnement aussi des équipes de DPO. C'est que aujourd'hui, les cabinets de recrutement, à partir du moment où vous contractez avec un cabinet de recrutement ou une agence d'intérim, ce cabinet est en charge notamment de récupérer, pour faire très très simple, le consentement entre guillemets
du candidat sur le stockage et le transfert de ces données. C'est pas forcément toujours le cas, et à partir du moment où il vous les transfère, c'est vous qui êtes propriétaire de ces données et surtout propriétaire de son traitement. Nous, l'intérêt de la plateforme, et c'est pour ça qu'on l'a créé aussi, c'est que tout est centralisé et donc on a une protection, et notamment on se rend compte qu'on a beaucoup de PME qui avaient pas forcément les bonnes pratiques, qui stockaient sur différents fichiers Word, ou en tout cas des fichiers directement sur leur bureau, par exemple, directement, ou dans les adresses mail, sans pour autant les supprimer. Là, l'avantage en réalité, et on le voit avec la mise en conformité qu'on a eue avec Untit, c'est qu'en fait tout est centralisé sur la plateforme, et ce qui fait que on a, suivant le règlement, une anonymisation, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est au bout de 24 mois, et donc tout est automatiquement géré par les outils. C'est aussi l'intérêt de vous faire accompagner par des ou d'utiliser des outils comme ceci, c'est que c'est eux finalement qui sont entre guillemets responsables et qui assurent ce traitement de la donnée. Si bien sûr vous derrière vous ne commettez pas d'impair à télécharger tous les CV sur votre ordinateur et à les conserver pendant des années, par exemple. Tu soulèves un bon point, hein. Juste pour venir 2 secondes, Virgile, sur ce que tu viens de dire, parce que c'était très juste. Je rebondis juste sur un point. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Virgile, c'est-à-dire que les outils que vous allez utiliser dans le cadre du transfert sont importants. Soit vous avez la possibilité de passer effectivement par un outil dédié type Untied, et ça c'est le must, parce qu'effectivement vous déléguez en fait les aspects cybersécurité et sécurité chez eux, et donc c'est aussi l'une des obligations, on en parlera après, c'est de vérifier, c'est de contrôler ses prestataires. Euh, mais effectivement, tu as parlé d'un point important, et ça, effectivement, il faut le soulever dans le cadre de la sensibilisation, c'est les durées de conservation. On en reparlera un petit peu après, mais néanmoins, un des points clés en termes de durée de sensibilisation, c'est qu'effectivement, par exemple, quand vous avez des outils, vous allez faire des extractions, ce qui est logique, hein, parce que tout le monde fait ça dans un fichier Excel et compagnie. Ça, vous ne pouvez pas les garder des milliards d'années. D'accord. Donc, par exemple, effectivement, quand je disais qu'on peut pas être derrière l'ordinateur de tous ses employés, c'est pas possible d'aller tous les jours derrière regarder les ordinateurs, voir si dans le fond ils ont gardé tel fichier ou pas. C'est à vous de sensibiliser, d'expliquer les enjeux pour pouvoir arriver à tendre à la meilleure conformité possible. Et donc là, on arrive donc sur les demandes de droit. Alors là, c'est le sujet normalement qui doit vous faire bondir derrière votre écran, parce que c'est vraiment l'un des points clés et risques en matière RGPD. Concrètement, ça veut dire quoi? Le RGPD a créé des droits fondamentaux. Voilà. Le RGPD a nouveau créé de nouveaux droits fondamentaux en rapport avec nos données personnelles. Donc, le fameux droit d'accès, c'est-à-dire pouvoir demander à une structure quelles données elle a sur soi et pourquoi, d'accord? Pendant combien de temps et compagnie, donc un certain nombre d'informations. Le fameux droit à l'oubli ou droit de suppression, donc pouvoir supprimer un certain nombre de données, etc., etc. Mais ceux-là, on va dire que c'est les plus connus. Et pourquoi je vais y apporter enfin, je vais pas mal insister sur là-dessus, c'est que il faut avoir conscience que le droit d'accès, c'est ça qui est vraiment utilisé en cas de litige. Pourquoi? Parce que le droit d'accès, c'est, par exemple, je suis employé ou ancien employé, je me suis fait licencier, je suis plus là, je veux me constituer un dossier, bah, je vais demander l'accès à toutes mes données me concernant. Et donc en fait, le problème, c'est que ça, là, on est un peu un funambule, parce que il y a d'un côté, si je donne trop, je me mets en danger RH, pour le coup RH pur, puisqu'imaginons imaginons, on vous dit, moi c'est arrivé il y a pas longtemps avec un client qui me dit, ben, un de mes salariés m'a demandé toutes mes données, toutes les données qui concernent, même les mails dans lesquels il peut être mentionné. Alors vous imaginez bien, si demain vous êtes dans une situation de litige, que vous ayez des mails entre vous en interne, entre là où le RH, là où les dirigeants, c'est normal. Et bien là, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir aussi ces communications. Vous imaginez bien que c'est pas terrible et que ça peut mener à ça peut lui permettre de se constituer un dossier. Et dans le cadre d'un litige RH, c'est pas fou. Et là, il y a plusieurs écoles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut essayer d'un côté, de pas trop donner, tout en donnant suffisamment. En gros, il ne faut pas donner suffisamment pour pas être en danger RH, mais il faut donner suffisamment pour pas être en danger RGPD. Donc là, voilà, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais concrètement, ce que ça signifie, c'est qu'il faut donc trouver un bon équilibre. Il faut trouver aussi par rapport, souvent ça peut se faire un peu au cas par cas, et il y a des astuces pour essayer d'empêcher de donner le maximum de choses. Et évidemment, il faut faire en sorte de rien donner. Non pas qu'il ne faut pas respecter les droits, mais c'est que vous l'avez bien compris, si vous donnez tout, c'est danger. Et nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
On va, nous, pour essayer de limiter au maximum la demande d'accès, on va jouer sur déjà le secret des affaires. Et voilà, la société, elle a un secret des affaires. Donc tout ce qui relève du secret des affaires, tous les mails dans lesquels était mentionné la personne, mais dans lequel c'était lié purement à la société et au business, ben, que le salarié il l'ait, ce mail, aucun intérêt particulier. Sauf s'il nous le démontre l'intérêt, dans ce cas-là, on pourra lui trouver. Il y a le secret des correspondances, bien évidemment, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il y a une correspondance entre le ou la RH et le ou la dirigeante. Évidemment, ça, il y a un secret des correspondances, c'est un autre droit fondamental. Donc, on a deux droits qui se mettent, qui sont en contradiction, et donc ça permet de justifier le fait de rien donner, de ne pas donner. Il y a aussi la possibilité de demander à un salarié, c'est-à-dire que si vous avez une demande, souvent ça va être une demande très large. Ah, je veux tout. Ah, moi, je peux pas tout te donner, c'est trop compliqué, c'est trop dur, trop disproportionné. Donc toi, salarié, explique-moi concrètement ce que tu veux, cible un peu plus, et on verra si là, c'est pas disproportionné. Il peut y avoir ces méthodes-là. Ce qu'il faut que vous ayez conscience, c'est que la CNIL ne se prononce pas bien sur ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est mon expérience. Mais donc nous, on a été par exemple en désaccord avec un de nos clients, qui est pour le coup une grosse boîte que tout le monde connaît au niveau international. La position interne, c'est de tout donner. Alors, mais il faut imaginer ce que ça implique. Déjà, ça implique des ressources très fortes. Parce que tout donner, ça veut dire qu'il faut quand même aussi, comment dire, confidentialiser un certain nombre de choses. Donc ça veut dire qu'il faut prendre, peut-être si la personne est là depuis 10 ans, il faut prendre tous ses mails, tous les fichiers sur lesquels elle a travaillé et tout anonymiser. Vous imaginez, c'est ingérable. Si vous en avez déjà au moins 2 ou 3 par an, c'est fini, quoi. Donc rien que pour ça, déjà, pour des questions de ressources, pour moi, c'est aberrant. Mais en plus de ça, clairement, ils vont passer à côté de quelque chose. Lui, il va envoyer ça à son conseil droit du travail, qui va tout éplucher. Et donc, s'il trouve le moindre truc qui a échappé lors de la confidentialisation, qui peut mener à un conflit RH, ils vont l'utiliser, puisqu'encore une fois, quand ils demandent le droit d'accès, c'est d'abord pour se constituer un dossier. Donc, quand vous recevez ce genre de demande, il faut essayer de limiter au maximum. Je vais pas vous mentir, c'est vrai que par moment, nous, en tant que délégués à la protection des données, on est sollicité que pour ça, parce que le fait d'avoir le tampon DPO, ben ça joue, hein, auprès des personnes, notamment auprès des conseils droit du travail. Mais néanmoins, les astuces que je vous donnais, donc secret des affaires, secret des correspondances, contenu disproportionné, trop de ressources, trop compliqué, ça peut être un moyen. Donc ça c'est important. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et c'est l'un des vraiment les sujets les plus utilisés. Encore une fois, nous, dès qu'on a un salarié qui est en pré-litige maintenant, parce que tout à l'heure, on a parlé de sensibiliser les équipes. C'est obligé avec le RGPD. Et quand vous sensibilisez vos équipes, vous leur expliquez qu'ils ont des droits. Et ben, donc, ils sont au courant qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent les appliquer. Donc, le risque RH augmente de plus en plus. D'accord. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions ou même à partager peut-être des cas de figures que vous avez rencontrés. Ça peut être intéressant d'avoir justement un retour soit d'expérience ou soit Ouais. éventuellement un partage d'avis de la part de Raphaël. Exactement. Et si vous avez été dans cette situation, voilà, comme tu le dis, n'hésitez pas aussi. Donc voilà, moi, en tout cas, ce que je vous recommande, c'est d'essayer de limiter au maximum. Après, juste un dernier point sur le droit d'accès, excuse-moi Virgile, c'est juste que il y a aussi une réponse à faire dans les formes. Ah bah voilà, non, ça c'est une autre question, mais je vais vous y répondre à Anna, mais juste sachez que le droit d'accès, en plus, il y a une forme particulière, c'est-à-dire qu'il y a des informations qu'on est obligé de donner, en plus de tout ce qui va nous être demandé. Et donc, il est important de bien répondre parce qu'on peut nous embêter, ne serait-ce que sur la mauvaise forme de réponse. Nous, on a déjà un client qui était venu chez nous puisqu'il avait une demande de droit d'accès. Il a voulu répondre, il a mal répondu. La personne est allée voir la CNIL, on a reçu une plainte. Voilà. Donc pour Anna, qui pose la question, quelle forme prend le secret d'affaires et de correspondance? Alors ça prend pas de forme particulière dans l'absolu. Concrètement, si votre question c'est de savoir de quoi il s'agit, bah nous on a après ça dépend de sa définition, mais on a une définition assez extensive, puisque le but encore une fois c'est d'en donner d'en donner moins possible. Euh, En gros, le secret des affaires, dès que ça correspond à la société et à son business, secret des affaires que les choses soient claires. Et correspondance, bah, c'est dès que ça va être parce qu'en fait, ce que va vous demander un salarié, c'est tous les mails qui le concernent.
Alors évidemment, si j'ai un mail qui le concerne, parce que j'en ai parlé dans le cadre d'un précontentieux, par exemple, ou d'un litige, je vais pas lui donner. C'est le secret des correspondances entre 2 personnes, heu, voilà, qui parlaient entre elles et l'autre a pas à le savoir. Et ça marche très bien, hein. Il y a pas de, je veux dire le secret des correspondances, il est jamais tombé avec le RGPD, hein. Pas de raison. OK. Hem Alors, il y a Shirley qui nous dit qu'il y a des collaborateurs qui connaissent mieux le RGPD que leur service RH et agences d'intérim. Alors c'est vrai et c'est de plus en plus vrai. C'est d'où le fait que d'ailleurs, le risque RGPD RH, augmente, hein. C'est évidemment pour ça. Néanmoins, je vous rassure, Shirley, vraiment avec, les as enfin, si on met c'est pas le plus compliqué le RH en fait à mettre en place. Par contre, évidemment, il y a certaines règles à respecter, certains, réflexes à avoir qui par moment peuvent vous sembler évidents, mais qu'il faut respecter. À partir de là, il y a pas de risque. Mais par contre, c'est vrai que là, ce qu'il faut avoir conscience, c'est dans certains cas, typiquement vidéosurveillance et compagnie, ce genre de choses, dans tous les cas, de toute façon, vous allez être embêté par vos salariés. Hem et juste pour finir sur Anna qui pose toujours une question sur le secret des affaires et de correspondance. Est-ce qu'il faut prévoir par un accord ou pas du tout? Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir eu, clause de confidentialité et cetera, puisque de toute façon votre salarié il y est tenu. Ça va plutôt être après dans la réponse que vous allez fournir dans le cadre du droit d'accès, en expliquant pourquoi c'est soumis, au secret des correspondances et secret des affaires. Bah, tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît, Virginie. On répondra après à d'autres questions si vous en avez sur ce sujet-là. Alors, sécuriser, les données, donc, heu, évidemment, vous l'avez compris, les données le salarié, lui-même, en fait, c'est une extension de la société et il va traiter les données de vos clients, donc il faut qu'il fasse bien les choses et donc il y a dans la sécurité, en fait, il y a 2 choses. Il y a les données de vos collaborateurs, il y a les données que les collaborateurs vont traiter, via le service, enfin, dans le cadre de leur service, de leur mission. L'un salarié, comme tous les autres employés, comme tous les autres, toutes les autres personnes concernées, ont des obli des comment dire? Ont des droits et ce droit, c'est notamment que leurs données soient sécurisées. Donc concrètement, ça va passer par, 2-3 choses. On a parlé tout à l'heure de la de des d'avoir des prestataires de conformes, donc notamment à Untied et cetera qui va, héberger les données de manière sécurisée. Mais il y a aussi votre sécurisation à vous, de votre système d'information et notamment je parle d'habilitation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Notez bien les habilitations puisque beaucoup de gens l'oublient. L'exemple typique, c'est que je fournis dans mon service, j'ai un outil, hem, où est connecté par exemple, bah, j'ai un outil Untied, où il y a plusieurs RH qui ont accès et en fait, il y a une personne qui part et j'oublie de lui enlever les accès. Et ben, en fait, ça veut dire que cette personne-là a toujours accès à la plateforme, a toujours accès aux données, a toujours accès donc peut-être au SIRH, par exemple, imaginons. Et donc vous imaginez bien le problème, hein, parce que, si cette personne n'est plus dans la société, elle a plus à avoir accès au SIRH. Et ça, c'est quelque chose de simple, mais qu'on oublie souvent. Donc moi, si la sécurité, si je devais rester sur vraiment un point, c'est l'habilitation, c'est-à-dire vraiment, hem, la gestion des entrées-sorties, ouais, et surtout de la sortie. Un salarié va partir, je supprime ses accès lors de son départ, parce que sinon il a toujours accès à tout. Alors, et SIRH, mais pas que, hein. En plus, c'est pour ça que c'est vraiment, je vous dis, c'est un enjeu business, RH, tout, parce que si vous coupez pas les accès d'une personne, quel que soit le salarié, alors si c'est un sales et qu'il a accès toujours à l'aspect sales, bah, c'est un problème. C'est un RH, il y a toujours aspect RH, c'est un problème, etc. Donc, si une personne part, mettez bien en place ça, c'est hyper important. Vraiment, c'est le point clé. Après, il y a la sensibilisation, on en a parlé dans la sécurité, ça va avec. Et après, il y a évidemment la sécurité en tant que telle des données de vos employés. Mais ça va plutôt passer par 2 choses. Votre ordinateur, bon, bah, ça c'est les mots de passe, les machins, très bien. Et la deuxième chose, c'est par l'outil. J'en reviens encore une fois à l'outil que je vais utiliser, parce qu'on utilise beaucoup des SIRH ou des outils de recrutement. Évidemment, les données vont être plutôt dans ces outils-là, donc il faut qu'elles soient suffisamment sécurisées. Et après, il y a des petits réflexes. Virginie, tu voulais dire quelque chose? Oui, pardon, sur la suppression des accès, justement, tu parlais de quelque chose d'intéressant et je rebondis sur la question d'Emmanuel. Dans le cadre où on supprime les accès d'un salarié en situation de faute grave, d'une, c'est quelque chose qui est autorisé et est-ce que cette personne peut tout de même réclamer, donc justement, d'avoir accès à ses mails ou accès à des données dans un cadre de litige comme celui-ci? Alors, peu importe comment dire?
Le droit d'accès, il s'applique sans restriction en tant que tel. C'est-à-dire que peu importe que ça a été dans le cadre d'une faute grave, faute lourde, pénale, je ne sais quoi, il a le droit de vous demander l'accès à ces données. Voilà, il n'y a pas de limite, hormis celle que je vous ai donnée tout à l'heure, donc le secret des correspondances, secret des affaires, il n'y a pas de limite. Donc oui, il a le droit de réclamer l'accès à ces mails, bien sûr. Et ça, effectivement, c'est voilà. Je peux pas vous répondre autre chose. Oui, il a le droit, il a le droit de faire une demande d'accès. Et je confirme pour ceux qui ont posé sur la durée de conservation, c'était un peu en avant. C'est bien 2 ans pour les CD. Euh, un point dans la sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est donc des bonnes règles. En fait, j'ai un petit peu empiété là tout à l'heure parce que c'était lié aussi à la sensibilisation, mais ça va avec. Puisque dans le volet sécurité, hein, vous avez un volet technique, pure technique, c'est-à-dire habilitation, VPN, mot de passe, etc. Et vous avez un volet organisationnel, encore une fois. Donc ça va passer, on en parlera tout à l'heure dans les documents, mais ça va passer par des documents spécifiques, par des documents qui permettent de contraindre aussi les employés à bien respecter la protection des données, et par la sensibilisation à des méthodes de sécurité. Je donne tout à l'heure, par exemple, on parlait de l'accès, de l'envoi d'email. Soit vous l'envoyez par une plateforme, soit quand vous l'envoyez par mail. Rien ne l'entendez de l'envoyer par mail, hein, des données. Par contre, s'il y a un volume de données important, bah, il faut sensibiliser ces équipes pour qu'elles sécurisent bien les données. Et donc, par exemple, qu'elles mettent un mot de passe au fichier et qu'elles envoient le mot de passe dans un email séparé. Pourquoi ça peut être important? Je vous donne pareil une autre anecdote que j'ai eue. Une société, une grosse société, pareil, pour qui j'avais travaillé, qui veut envoyer un mail à son RH avec, pour le coup, tous les revenus de tout le monde, etc. Donc vraiment, la liste de tous les salariés, en avait des centaines et des centaines. Pas de bol, il l'envoie à un représentant du personnel élu à un syndicat. Il s'est trompé voilà, de destinataire, en plus au syndicat qui était le plus virulent envers la direction à ce moment-là. Donc, bah, violation de données. En plus, ils avaient accès aux revenus et compagnie, donc ça a été voilà, la bombe nucléaire. En plus, ils ne voulaient pas rendre les données et compagnie, parce qu'il y avait maintenant accès. Donc, voilà, ça peut mener à ces situations un peu ubuesques et un peu dangereuses. De ne pas être suffisamment bien sensibilisé sur les questions de sécurité. Et donc, par exemple, quand il y a un gros volume de données sensibles, donc des données de salariés, par exemple, si on veut les envoyer par mail, un petit mot de passe dans le fichier, c'est pas mal. Je passe au point 4. Ouais, donc sur les durées de conservation, donc on en a un petit peu parlé, effectivement, il y a par exemple, donc, on ne peut pas garder les données toute sa vie. Voilà, c'est ça le principe. Donc, vous êtes pas, vous êtes là pas là pour archiver des données, et donc, au bout d'un certain moment, on doit les supprimer. Et en RH, bon, bah, concrètement, vous avez effectivement les données, on en a certainement parlé dans le chat, des durées de conservation pour les CV, pour les candidats. Donc, CV, lettre de motivation. Donc, ça, effectivement, c'est 2 ans après avoir reçu le candidat, d'accord? Vous avez le droit de garder ces données-là 2 ans. Un certain nombre de durées de conservation, c'est plutôt du 5 ans après la fin de la relation avec le salarié. Par exemple, normalement, le dossier du personnel, c'est 5 ans après ses suppressions, 5 ans après son départ. Bon, la réalité, c'est que souvent, notamment les fiches de paye, c'est plutôt admis même par le gouvernement de les garder presque 50 ans pour des questions de retraite. Mais si on regarde le code du travail, il y a écrit 5 ans. Mais donc, il y a des durées à respecter en termes RH qui permettent d'éviter notamment le vrai risque sur les durées. C'est si vous avez demain une violation de données, moins vous allez respecter les durées de conservation, plus vous en avez. Et plus vous en avez, plus il y a un volume de données élevé. Et donc, en cas de violation de données, il faut indiquer à la CNIL quel était le volume de données. Et donc, ils vont nous demander pourquoi on a un tel volume. Et donc, ça, c'est la difficulté en fait en termes de durée de conservation. Concrètement, comment ça se gère? Alors, l'essentiel peut être géré en général par votre SIRH, qui peut mettre en place des méthodes. Donc là, par contre, pour ce qui va relever des Welcome to the Jungle, Hunted, etc., c'est plutôt à vous de faire le travail. C'est-à-dire que Hunted va vous mettre à disposition la possibilité de supprimer. Par contre, c'est à vous de connaître votre durée, donc par exemple 2 ans, et de supprimer au bout de 2 ans. C'est pas Hunted, puisque Hunted est votre sous-traitant. D'accord? Donc ça va plutôt se gérer en fait au sein des outils.
L'autre risque, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, et là ça passe plutôt par de la sensibilisation, parce qu'on en a parlé, on disait qu'on ne pouvait pas être derrière tous les ordinateurs de tous les salariés. Or, l'un des risques en termes de durée de conservation, c'est vos employés, notamment en RH, hein, ça arrive beaucoup, qui vont se faire des fichiers Excel en dehors des logiciels, donc des extractions, j'en parlais tout à l'heure, dans le cadre de leur mission. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de faire d'extraction. Bien sûr, on a tous besoin d'avoir notre fichier Excel qui va plus correspondre à la situation et et mieux marcher. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les garder tous. C'est déjà on revient sur la sécurité tout à l'heure, les mettre peut-être sur le bureau accessible à tout le monde. Par exemple, ces données RH, peut-être essayer de les garder dans un serveur dédié sécurisé, donc, ou avec des habilitations, on en revient. Mais en plus de ça, je vais peut-être pas garder toutes mes extractions toute ma vie. Moi, je me souviens, j'avais une fois regardé sur un ordinateur d'un employé d'un client, et la personne, et je le comprends, elle avait peur d'effacer. Elle était là depuis 10 ans. Chaque année, elle faisait une extraction, et en fait, elle gardait toutes les extractions, en plus des données qu'il y a déjà dans le SIRH. Donc voilà, notamment, ça, il faut être cohérent. C'est-à-dire que d'un côté, il faut supprimer dans le SIRH et dans les logiciels de recrutement au fur et à mesure, mais aussi au fur et à mesure dans les ordinateurs de vos employés. Voilà, ça c'est le point. Il y a une question de Rose. Quelles sont les durées de conservation CV pour les candidats, pièce d'identité, carte vitale? Alors, donc CV, lettre de motivation, c'est 2 ans. Par contre, effectivement, vous soulevez un point intéressant, c'est les pièces d'identité, carte vitale, permis de conduire dont je peux avoir besoin dans le cadre d'un recrutement. Par exemple, effectivement, si la personne elle conduit, elle a une voiture de fonction, je dois vérifier son permis de conduire. Ce que dit la CNIL, c'est que vous n'avez pas le droit de garder les données après vérification. Par exemple, vous avez donné la carte d'identité, vous avez fait la vérification sur la nationalité, etc. Et ben ça, vous devez le supprimer à la fin du recrutement. Voilà, vous n'avez pas le droit de garder toutes les copies de pièces d'identité, etc. Alors vous, hein. Par contre, ça va être différent sur, par exemple, comment ça s'appelle? Sur les titres de séjour. Mmh. Eh oui, les titres de séjour, pour le coup, je suis obligé de les garder parce que je dois démontrer que j'ai bien respecté toutes les règles, etc., en termes de recrutement de personnes en situation, enfin, qui est en situation régulière. Et donc, pour le coup, ça, je dois le garder. Mais par contre, encore une fois, les cartes d'identité, je dois pas les garder. Les permis de conduire, je dois pas les garder. Moi, perso, je trouve ça pas très malin, mais c'est pas moi qui dicte ces règles-là. Alors, on en vient sur un autre point qui parle peut-être plus à tout le monde, c'est-à-dire l'information des personnes. Oui, il faut informer les gens. Tout le monde connaît la politique de confidentialité. Tout le monde connaît les politiques de confidentialité pour les clients. Ben, en fait, les salariés, ils ont aussi l'obligation d'être informés. Voilà, c'est la même chose. Et donc ça va passer par une politique RH qui va centraliser tous les traitements que vous mettez en place dans le cadre des ressources humaines. Voilà, vous traitez des données pour le paiement, pour la gestion des carrières, peut-être pour de la vidéosurveillance, peut-être pour gérer un parc de voitures, etc., etc. Et dans ce cas-là, vous allez informer justement sur les durées de conservation applicables, sur les droits et sur les procédures pour appliquer ces droits aux salariés. Voilà, et ça, c'est obligé. Et ça, c'est assez facile. Donc, vous prenez une politique de confidentialité, vous mettez en place dedans toutes les informations requises et vous mettez à disposition de vos salariés. Donc, il y a notamment cette information, mais il n'y a pas que ça. Vous avez d'autres types d'informations. Vous avez, par exemple, si vous avez de la vidéoprotection dans vos locaux, eh bien, évidemment, il faut peut-être une information si vous avez un CSE, enfin, si vous avez un règlement intérieur, il faut potentiellement l'intégrer dans le règlement intérieur. Il faut aussi des pancartes un peu partout hein, pour informer les gens. Vous avez ce type d'information. Si vous utilisez les données de vos salariés dans un cadre par exemple, pour avoir leurs photos sur un site internet, il faut le consentement. C'est de l'information. Si je veux entrer dans un trombinoscope, pareil, la photo, j'ai pas le droit de la mettre sans le consentement qui vaut la photo. Donc en fait, tout ça, ça va être des informations un peu spécifiques au fur et à mesure à mettre en place. Mais une fois que vous avez mis en place la formation des personnes, qui permet de mettre en place la gestion des droits des personnes, enfin en tout cas la procédure, et que vous savez y répondre, que vous avez contrôlé vos prestataires, que vous avez maîtrisé les durées de conservation, vos risques ils sont très faibles en termes de RH. D'accord. Je Par contre, ce qu'il réponds à faut. votre Oui, pardon. vas-y, je t'en prie. Non, non, je t'en prie. Je réponds à votre question, Lauriane, sur
la conservation justement des CV et notamment avec l'outil Untied, que doit-on faire? Alors nous, de notre côté, ce qui va se passer pour schématiser un peu et pour le rendre concret, chaque candidat qui vous est transmis reçoit un mail qui informe justement de la conservation de ces données, qui lui donne accès à la possibilité de demander leur modification ou leur suppression. Et surtout, on va récupérer, donc de manière régulière, je pense que c'est au bout de 18 mois, on va récupérer un nouveau consentement sur cette donnée et une actualisation de ces données. Toutefois, si jamais le candidat le demande, il supprimera ou il pourra tout simplement juste anonymiser la donnée. Ça fait à sa demande ou ça peut être fait automatiquement sur sur l'outil si on considère qu'on a passé le délai. Donc la relation s'est terminée il y a à peu près 2 ans, grosso modo. Un petit point qui est très important, parce que ça a été mis par le droit du travail, enfin par le code du travail, une loi enfin, il y a un article un peu perdu auquel il faut faire attention sur l'information. C'est-à-dire que le RGPD vous impose d'informer, mais cette information, elle peut être faite directement, voilà, sans contrainte. En fait, ce que dit le code du travail, c'est qu'attention, si vous avez des représentants du personnel, eh bien, si vous ne les sollicitez pas en amont sur la politique d'information qui n'a vocation qu'à informer, c'est un délit d'entrave. Donc ça veut dire que voilà, donc ça veut dire que la politique qui vise à uniquement informer, il faut la présenter d'abord au CSE pour qu'il puisse la valider afin d'éviter un délit d'entrave. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un se faire embêter pour ça, mais néanmoins, voilà, il vaut mieux être et voilà, le savoir pour éviter ce problème-là. Après, c'est jamais arrivé parce qu'on prévient à l'avance, mais néanmoins, c'est quand même voilà, ça peut être la chose un peu bête à prévoir. Donc n'oubliez pas, si vous voulez informer, politique RH, mais ça passe par donc si vous avez un CSE, les solliciter avant. Et un dernier point, c'est aussi une politique candidat, puisqu'en fait, les candidats aussi doivent être informés, pardon, via sur leur traitement. Alors votre risque là-dessus, il est quand même assez faible, hein, on va pas se mentir, mais si on veut faire les choses bien, il y a aussi une politique candidat à mettre en place. Et juste pour répondre à Emmanuel, oui, écoutez, c'est ce que dit la CNIL. Après, effectivement, il peut y avoir par moment, par moment, il y a, voilà, les voies de la CNIL sont impénétrables. Donc, par moment, il y a des, voilà, il y a des choses qui peut-être collent pas trop. Mais effectivement, moi, j'avais été le premier surpris qu'il faut supprimer ça. Donc là-dessus, j'ai pas je peux pas vous dire autre chose. Alors, on va rapidement parler des documents, parce qu'effectivement, le temps passe déjà, hein, ça passe très très vite. Des documents à fournir, tu peux passer un petit peu, s'il te plaît, Virginie, merci beaucoup. De toute façon, on en a un petit peu parlé déjà concrètement, mais dans le RGPD, au niveau RH, vous allez avoir des obligations, effectivement, des documents obligatoires, ils sont un peu moins obligatoires, mais donc recommandés. Donc, vous l'avez compris, la politique de confidentialité RH, obligatoire, puisque il faut informer et on peut vous embêter parce que vous n'avez pas informé, puisque c'est un droit, et c'est une obligation vous concernant. Donc mais ça, c'est relativement facile. Politique confidentialité candidat, oui, c'est obligatoire si on veut être l'ayatollah du RGPD, mais encore une fois, vous l'avez pas, vous n'allez pas mourir pour ça, il n'y a jamais eu de condamnation ou de plainte, mais c'est toujours mieux de l'avoir. Ensuite, par contre, alors, ça c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir une clause RGPD dans leur contrat de travail. Parce qu'effectivement, comment je vais faire le lien avec la politique? Alors, un conseil que je vous donne, c'est que la politique RH, ne l'annexez pas au contrat de travail. Pourquoi? Parce que si vous l'annexez au contrat de travail, quand il faut changer le contrat de travail, enfin, quand il faut changer la politique, il faut changer peut-être le contrat de travail. Le mieux, c'est de mettre une clause qui renvoie vers la politique. Comme ça, en plus, les salariés, parce qu'en fait, excusez-moi, juste un point, là je réfléchis, ça me fait penser à des choses en direct, c'est que pour l'information, vous avez en amont, en aval. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui sont déjà présents, si vous avez jamais informé quelqu'un, il faut les informer aujourd'hui. Donc, comme c'est une information, c'est pas un contrat. Donc, vous n'avez pas besoin de faire signer la politique. Un seul email suffit. D'accord? Vous envoyez un email à tous les salariés en disant voilà, dans le cadre de la conformité, RGPD, voilà nos politiques confidentialité RH, on vous invite à la regarder. Moi, j'ai ma preuve que j'ai envoyé le mail, que j'ai informé, point final. Par contre, pour le futur, c'est mieux de le mettre dans le contrat de travail, de mettre une petite clause, parce que comme ici le contrat de travail, on lui met une clause qui dit simplement que tout ce qui relève le traitement de leurs données, toutes les informations, elles sont dans la politique RH qui peuvent consulter sur demande à n'importe quel moment. Voilà. Donc, ils le signent, comme ça, pour l'avenir, vous êtes tranquille. Ils sont informés, ils vous ont demandé la politique, tant mieux. Ils ne vous la demandent pas, tant pis pour eux. Mais comme ça, vous l'avez, vous pouvez la fournir sur demande.
Et donc ça, donc dans le contrat de travail, il faut bien distinguer deux choses. C'est la clause de confidentialité et la clause RGPD. Il y en a plein qui pensent que c'est la même chose. Alors, c'est pas la même chose. Une donnée personnelle, elle est pas obligatoirement confidentielle, hein. Vous allez sur LinkedIn, toutes vos données vous concernant sur LinkedIn, en tout cas, par exemple, vos données professionnelles que vous mettez sur LinkedIn, bah, vous les mettez bien pour qu'elles soient pas confidentielles. Vous les mettez pour qu'elles soient justement publiées. Or, c'est bien des données personnelles, puisque c'est vos données, elles sont bien protégées, mais elles ne sont pas confidentielles. Donc la clause de confidentialité, c'est une clause de confidentialité. C'est donc pour imposer des règles en termes de confidentialité sur notamment les informations du client, le contenu et le secret des affaires de votre client, enfin vous concernant. C'est pas une clause RGPD. La clause RGPD, c'est une clause qui dit je traite tes données. Pour plus d'informations sur la manière dont je traite tes données, va voir la politique RH. Hein, plus que ça, d'accord. Et après, moi, on l'a bien dit, par exemple, si vous utilisez des données, notamment, sachez qu'un trombinoscope, vous avez le droit de mettre le nom, prénom, fonction, numéro de téléphone et tout dedans, pro, hein, bien sûr. Mais vous n'avez pas le droit de mettre la photo sans le consentement préalable. Oui, c'est aberrant, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que vous êtes 2000, si les salariés refusent de donner les photos, votre trombi ne sert à rien, concrètement. Mais bon, bah, c'est le cas. Donc, par exemple, il faut demander le consentement. Donc, ça veut dire qu'il faut un document pour avoir le consentement, pour avoir la preuve que j'ai obtenu le consentement. Pareil pour un site internet, en sachant que les salariés peuvent retirer leur reconsentement à tout moment. Et par contre, après, il y a des documents qui sont pas obligatoires, mais qui sont plus que recommandés. Alors, ça dépend aussi de votre activité. Mais alors, directement, la charte des systèmes d'information. C'est-à-dire que si votre activité, si vous travaillez dans une boîte qui fournit un service IT, typiquement Unted, hein, moi, mon activité, c'est de fournir un logiciel. Donc, mes opérationnels vont traiter des données de des clients de mes clients. Là, si vous n'avez pas de charte SI, c'est un problème. Et là, on revient au problème business. Puisque autant c'est pas obligatoire en tant que tel, autant ça va le devenir parce que vos clients vont l'imposer. Ils vont vous dire, moi, je veux que tu aies des mesures organisationnelles de sécurité hyper fortes. Donc, je veux que tu aies une charte des systèmes d'information, que tes salariés vont soit signer, soit que tu vas intégrer à ton RI, et qui vont être contraignants. D'accord? Donc, ça veut dire que si le salarié fait des bêtises par rapport aux règles de sécurité que j'ai mis en place, eh bien, je pourrais le sanctionner. Parce que hein, tout le monde comprenne bien, la charte des systèmes d'information, c'est la charte en fait sur vos règles de sécurité, la manière dont ils vont traiter les données, la manière dont ils vont traiter votre système d'information de manière générale. Ok? Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment le plus important. Et en plus, il peut être contraignant. Les règles de bonne conduite, c'est plutôt de la sensibilisation. Ça permet parce que ce qu'il faut savoir avec le RGPD, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle l'accountability. C'est-à-dire que le principe du RGPD, c'est de dire, en amont, on te demande rien. Il n'y a plus de procédure d'enregistrement auprès de la CNIL, etc. Ça n'existe plus. C'est plutôt, je te laisse faire. Par contre, si demain je viens te contrôler, tu dois me démontrer que tu as bien fait les choses. Et donc, par exemple, je reviens sur le formulaire de consentement à l'utilisation de l'image. Je peux l'avoir demandé à tous mes salariés à l'oral. Mais si demain il y a la CNIL qui vient, ben, c'est compliqué de lui démontrer que je l'ai eu à l'oral. Je peux pas. Alors que si j'ai les petits papiers signés, facile. C'est pareil pour les règles de bonne conduite, ce genre de choses. Oui, j'ai fait de la sensibilisation. Regardez, il y avait telle date, j'ai fait des quiz et compagnie. Mais j'ai aussi fait envoyer à tous mes salariés une règle de bonne conduite qui va décrire plein d'aspects de cybersécurité, par exemple simple, comme on en parlait tout à l'heure, ne pas utiliser une clé USB, etc., limiter les extractions, pour démontrer que je fais bien les choses. Ok. Et juste pour parler effectivement de la charte IA, et après je répondrai à Rania sur l'IA. En fait, ça c'est une demande de DRH de nos clients, de DRH de nos clients qui nous ont dit, bah, en fait, et que je trouve ça plutôt malin, nous ont dit, écoutez, moi j'ai une difficulté, puisqu'en fait maintenant, bah, forcément avec ChatGPT ou même DeepL, hein, tout le monde l'oublie, mais un DeepL, c'est de l'IA. En fait, mes salariés l'utilisent et ils sont pas sensibilisés au sujet. Donc, ils vont mettre un document confidentiel avec les informations confidentielles sur ChatGPT, sur DeepL. Qu'est-ce que je dois faire? Or là, évidemment, il y a un sujet de sécurité, de sensibilité, de confidentialité des données des clients. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, nous, on nous a proposé et soumis l'idée de faire une charte IA. Donc, effectivement, nous, maintenant, on fournit aussi une charte IA qui a la même vocation hein, à sensibiliser, à donner les bonnes pratiques sur l'utilisation de l'IA, en sachant que le but est jamais d'interdire.
L'IA, c'est hyper important. Aujourd'hui, un chat GPT, c'est très utilisé au niveau professionnel ou un DeepL. On va pas vous dire de pas l'utiliser. Mais c'est plutôt comment bien l'utiliser. Euh, alors, Rania nous pose une question pour savoir si c'est faut intégrer les nouvelles réglementations, obligations de la réglementation IA au sein de la charte IA. Alors non, parce que la charte IA, en fait, le règlement IA, il est plutôt pour le développement d'un outil IA. C'est plutôt à destination d'éditeurs que d'utilisateurs. Je reviens aussi sur quelques questions qu'on a laissées passer. Laura Yvon qui posait une question sur l'archivage. Donc, ce sont les mêmes règles avec l'archivage par un coffre-fort électronique. Et qu'en est-il des documents papier? Peut-on les conserver et combien de temps? Alors, euh, en fait, peu importe le support, les règles effectivement de durée de conservation, elles sont pas par support, elles sont par typologie de traitement, enfin par typologie de données, plutôt et de traitement. C'est ça qui est compliqué avec la durée, c'est que vous allez avoir une donnée qui peut être conservée pour une durée X pour telle finalité et pour une durée Y pour telle finalité. Euh, Prenons l'exemple. euh, je vais essayer de trouver un exemple. Bah, si je prends par exemple la vidéoprotection, normalement j'ai le droit de la garder un mois, mais si jamais l'image, mais si jamais je suis dans le cadre si jamais par exemple la vidéoprotection m'a permis d'identifier un litige ou une situation litigieuse, bah, je vais garder les données pendant une autre finalité qui est le traitement du litige. Et donc j'ai bien eu deux durées de conservation pour une donnée qui est en fait liée à la finalité. Il y en a un, c'est bah, juste tant que je regarde, il ne se passe rien. Et après, par contre, s'il faut vérifier dans le cas d'un litige, bah, là, j'ai le droit de garder et de garder plus longtemps. Donc, c'est pas lié, encore une fois, aux besoins. C'est vraiment lié à la donnée. Et c'est pareil, en fait, sur le papier. C'est-à-dire que, en fait, on ne vous a pas parlé de papier avec Virgile parce que c'est pas là où il y a le plus de risques. Encore une fois, le risque est essentiel dans les données, c'est la volatilité de la donnée digitale. C'est-à-dire que la donnée digitale, une fois qu'elle s'en va, elle peut être multipliée autant de fois qu'on le veut, et c'est impossible de revenir en arrière. Le papier, franchement, avoir des violations de données de papier, c'est possible, mais plutôt en interne, il faut le limiter, mais le risque est quand même beaucoup plus faible. Mais les durées sont les mêmes. Autre question de Claire sur l'accès à la boîte mail d'un collaborateur en congé maternité. Est-ce que le manager peut accéder à sa boîte mail? Alors oui, et d'ailleurs la charte IA va permettre d'informer aussi le salarié sur ce typologie de droits, mais en fait, vous n'avez pas le droit d'avoir accès aux mails personnels, hein, ça vous connaissez la règle. Par contre, on a le droit d'avoir accès aux mails professionnels dans le cadre de la continuité de la démission, hein. Et d'ailleurs, c'est pareil à la fin d'une relation, j'ai le droit de garder, comment dire, l'adresse mail professionnelle. Par contre, je vais pas regarder les adresses perso, les mails perso, voire je vais les supprimer. Euh, alors, utilisation des outils conformes. Donc oui, parce il nous reste que 9 minutes, donc on va avancer un tout petit peu. Euh, pour faire rapide sur les outils, on en a beaucoup parlé déjà, mais effectivement, dans le cas des RH, vous pouvez avoir différents outils. Il y a le SIRH, il y a des outils de recrutement comme Indeed. Il y en a en marque blanche, il y en a qui sont pas en marque blanche. Euh, il y a des solutions de sécurité, par exemple la biométrie, profilage dans le cadre du recrutement, et il y a des solutions, et il y a la vidéoprotection. Alors, évidemment, c'est fondamental, vous avez l'obligation de vous assurer que votre prestataire est conforme. D'accord? S'il n'est pas conforme au RGPD, vous n'avez pas le droit de le prendre. Parce qu'en fait, sinon, c'est sur vous que repose le risque. Et par exemple, nous, on a eu des cas de clients qui voulaient prendre un outil de recrutement en ligne, en fait, qui va faire vraiment tout en marque blanche. On va croire qu'on est chez vous alors qu'on n'est pas chez vous techniquement. Et en fait, ils respectaient rien en termes de RGPD. Je vous donne typiquement un exemple sur les cookies. Ils déposaient tous les cookies dans tous les sens. Ils s'étaient même pas posé la question de savoir comment l'enlever. Donc, ça veut dire que vous vous mettez en conformité, vous, par exemple, sur vos plateformes. Et en fait, après, finalement, ce qui est fourni par un client n'est pas conforme et ça vous met en difficulté. Donc, évidemment, faut s'assurer qu'ils sont conformes parce qu'il y a un risque là-dessus. Il y a aussi un risque, attention, sur la biométrie. Notamment, moi, j'ai déjà vu beaucoup de clients qui mettent en place des mesures de sécurité avec Rétine, par exemple, pour ouvrir voilà, la mission impossible, voilà, pour ouvrir les locaux. Euh, Clairement, c'est interdit. Voilà. Mm. Utiliser de la biométrie dans un accès, à moins que vous soyez peut-être voilà, au ministère des Affaires étrangères ou de je ne sais quoi, ou de Bercy, où va avoir vraiment des trucs très, très, très spécifiques, très confidentiels, auxquels quelques personnes y ont accès, je veux bien. Mais
par exemple, que l'accès des bureaux, ça soit sur biométrie avec la rétine, jamais de la vie. Nous, ça, par exemple, à titre personnel, on était sur un accès par empreinte digitale et ça a dû être changé pour un Voilà. accès via un pass téléphonique. Alors, on peut se dire que c'est la même chose puisqu'on reconnaît, mais en effet, non. Une empreinte digitale, elle n'est qu'à moi. Le téléphone, il peut être potentiellement, je peux le prêter ou je peux. Donc on a fait ce changement-là il y a 2 ans, en Ouais, l'occurrence. et ça, effectivement, c'est un bon exemple parce que pourquoi nous, on veut pas, comment dire, on n'essaye pas de conseiller la structure à faire tout bien dans le RGPD parce que c'est compliqué. Il y a des moments, j'ai aussi mon activité, j'ai aussi des, voilà. Pourquoi là, par exemple, fallait le faire? C'est parce que ça part d'un bon sentiment de se dire, je vais bien sécuriser, donc je vais mettre ce que vous aviez mis, par exemple, Unseed. Mais en fait, comme c'est interdit, si un salarié se plaint, et là, et un point à savoir, encore une fois, hein, c'est que plainte auprès de la CNIL d'un salarié, vous recevez le mail, une lettre d'information tout de suite. D'accord, ça c'est hyper important. Euh, et vraiment bien connaître certaines règles. Je fais une micro aparté, mais parce que ça me fait penser à ça, pour vous donner un type de risque. Par exemple, vidéoprotection, vous n'avez pas le droit, par exemple, d'utiliser le son de la vidéoprotection dans un cadre RH. Et ça, c'est hyper important parce que nous, on a un client qui travaille dans le transport public. Et l'un des bus, enfin, le conducteur avait eu un problème avec son bus. Il était au téléphone, en fait, et il est rentré, voilà, il a eu un accident, mais il est rentré au garage comme si de rien n'était. Les réparateurs voient qu'il y a un PET, ils regardent la vidéo et ils voient qu'il était au téléphone. Mais en fait, ils le voient pas à la vidéo, ils l'entendent, ils ont l'impression, mais surtout ils l'entendent en fait à la vidéo. Donc ils ont vu l'utiliser ça pour le licencier, mais la personne a porté plainte à la CNIL sur ce volet-là et on a dû en fait expliquer le pourquoi du comment, en fait on n'avait pas le droit et compagnie, et donc finalement il s'est jamais fait virer. Voilà. Il y a vraiment, c'est important ce point. Vas-y, Virgile, on peut passer à la suite. Donc oui, si vous voulez le petit guide qu'ont fait mon équipe, ma super équipe marketing, qu'on fournit, hein, bien sûr, n'hésitez pas, voilà, vous mettez intéressé dans le chat, vous avez le petit guide pratique d'IPO, c'est cadeau de Untied et de DPO. Je pense que tu peux passer là. Très bien. On va faire très rapide puisqu'on en a parlé tout au Ouais, long, mais le retour d'expérience, nous, de l'accompagnement, en fait, tout ce qu'a expliqué Raphaël, c'est ce que nous, on a découvert et qu'on a connu au fur et à mesure de notre accompagnement. Donc, pour expliquer un peu ce qu'est Untied, en fait, nous mettons à disposition une plateforme à 3 types d'utilisateurs. D'un côté, des entreprises qui ont des besoins en recrutement, donc qui nous confient leurs besoins en recrutement, qui les publient sur Untied. Ensuite, des cabinets de recrutement qui nous utilisent comme un ATS pour garder des candidats en vivier et vous les présenter pour que vous recrutiez les candidats au succès. Et donc des candidats qui sont, eux, approchés par des cabinets de recrutement et qui transitent sur la plateforme. Donc, comme on le montre en fait sur le schéma qui suit, ben, les données, elles transitent et en fait tout le cœur de notre activité, c'est justement d'avoir cette plateforme et d'avoir une centralisation de ces données. C'est pour ça qu'il était absolument indispensable de nous faire accompagner, puisque aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes du CAC 40, comme avec des PME, comme avec des groupes internationaux, qui ont besoin justement de cette sécurité et d'avoir un prestataire qui va être conforme à la réglementation ou au règlement RGPD. Comment est-ce que ça s'est passé? Pour faire très très rapide, on a eu d'abord un audit. Au cours de cet audit, on a pu justement faire de la sensibilisation. Ça, c'est un point qui est important. On y reviendra. Ensuite, une mise en conformité. Et surtout, je pense que ça, c'est le point important, c'est que c'est pas un travail one shot. C'est que c'est un accompagnement. Ça fait 2 ans. Et d'ailleurs, ce webinaire le traduit. Ça fait 2 ans qu'on travaille. Alors, on s'appelle pas tous les jours, bien évidemment, hein, mais en l'occurrence, dès qu'on a un besoin ou dès qu'il y a une évolution ou qu'il y a éventuellement des informations qu'il faut avoir ou une mise en conformité de notre côté à opérer, eh bien, on a une relation avec les équipes et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous aurez accès à la présentation, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces éléments, mais le premier point, c'est qu'on est passé par un questionnaire et cet audit nous a permis de prendre conscience en fait de différents manquements qu'on pouvait avoir. On pensait déjà être avancé dans le RGPD, dans notre compréhension, mais en fait, on a découvert qu'on connaissait peut-être 10% et qu'il y avait quelque chose, toute une partie comme un iceberg dont on n'avait absolument pas conscience. Et donc, ce questionnaire aussi nous a permis en fait de nous en rendre compte. Et ensuite, bien évidemment, après, il y a des éléments sur la partie contractuelle, sur l'analyse de nos sous-traitants et de nos fournisseurs, qui a été extrêmement importante puisque ça nous a amené à opérer des changements indispensables. Et bien évidemment,
cette mise en conformité qui est extrêmement importante et qui nous permet maintenant non plus seulement d'être en réparation, entre guillemets, en changement, mais d'avoir intégré dans la mesure du possible ce règlement, hein, pour que lors de nos futurs développements, lors de la création de nouveaux services ou de notre approche, on ait une privacy by design pour anticiper et être sûr d'être conforme RGPD dans tout ce qu'on va pouvoir créer par la suite. Dernier point, l'accompagnement au quotidien. Donc, ça passe par du conseil, de la relecture de contrats et même des participations ou de l'intervention sur des rendez-vous qui vont être sensibles. Et ça, c'est extrêmement précieux puisque ça permet encore une fois de pas tout faire absolument parfaitement, mais de donner justement la sécurité à nos clients, à nos consultants sur le fait que nous ayons mis en œuvre toutes les choses nécessaires pour pouvoir être justement conformes. Et je réponds à Marie à votre question. Donc, vis-à-vis des clients, quelle est la qualification de RGPD de Untied ou vis-à-vis des recruteurs indépendants? Alors, je suis pas sûr de comprendre correctement la question, mais en tout cas, nous, donc sur les données qui transitent, que ce soit pour les consultants en recrutement, que ce soit pour les candidats ou que ce soit pour les clients, on applique exactement les mêmes processus et les mêmes procédés sur notamment l'information de cette conservation de ces données, leur accès et une anonymisation notamment automatisée au bout de 24 mois quand c'est nécessaire. Peut-être Virgile, si je me permets de compléter sur ce point-là. Merci déjà beaucoup pour ta présentation, hein, et effectivement pour la présentation de l'accompagnement tu fais mieux que je la ferais, donc merci beaucoup. Et effectivement, pour présenter 10 secondes d'IPO, parce qu'en fait tout à l'heure je n'ai pas trop parlé, ben, on est DPO, donc on est le délégué à la protection des données externalisées de tous nos clients. On a près de 400 clients, donc on est le deuxième DPO externalisé de France à peu près. On a des clients de toute taille et de tout domaine. On a le groupe, on a RATP Cap, on a Unseed, on a Cheers, on a 24 Sèvres. Voilà, je les code, voilà, on a beaucoup, et donc dans tous les domaines. Donc évidemment, les KRH, on connaît. Donc Marie, peut-être ce que vous voulez aussi dire sur la qualification RGPD, peut-être que ce qu'elle veut dire, c'est que vous êtes sous-traitant. C'est la question. Vous êtes sous-traitant au sens du RGPD. Untied, effectivement, est sous-traitant, en tout cas vis-à-vis de ses clients. Et donc, c'est tout l'intérêt par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, notamment sur les aspects RH, puisqu'en fait, comme on revient à ce qu'on disait au tout début, l'aspect RH, il y a les données de vos salariés en tant que tel, la protection des données de vos salariés en tant que tel, mais il y a aussi dans l'aspect RH la protection des données de vos clients. Et on en revient avec avec les chartes des systèmes d'information, avec les clauses de contrat de RGPD dans le contrat de travail, avec la sensibilisation, bah, tout ça, ça va avoir un impact qui est géré. L'habilitation, j'en parlais tout à l'heure, hein, la gestion des sorties, tout ça va avoir un impact sur la sécurité des données aussi de vos clients via la plateforme. Et donc, notamment, Untied en tant que sous-traitant, pour eux, le volet RGPD, le volet RH RGPD, il est tout aussi important sur la plateforme et pour l'activité qu'ils ont que en interne pour la protection de leurs salariés. Si, alors on a bien noté donc tous les intéressés dont on prendra bien note pour pouvoir vous transférer justement la présentation. Vous recevrez par mail, comme on le disait, le replay si jamais vous le regardez ou le transférez et la présentation qui était jointe justement à cette vidéo. On espère sincèrement que le contenu qu'on a proposé aujourd'hui vous a apporté à la fois de nouvelles connaissances, à peut-être soulever des questions ou vous a peut-être permettre d'avancer dans votre réflexion autour justement du respect du RGPD dans votre entreprise. Donc vous avez bien sûr les coordonnées de Raphaël pour tout ce sujet qui vous sera aussi communiqué. Voici son mail, mais je pense que vous aurez également son numéro de téléphone si nécessaire. Il en est de même pour Untied au sujet des recrutements. On vous a fait partir un sondage. N'hésitez pas à nous faire savoir si jamais vous souhaitez être recontacté pour avoir un peu plus d'informations à la fois sur nos services et notre mode de fonctionnement. Et encore une fois, donc on est vraiment ravis d'avoir pu passer cette heure ensemble et d'avoir pu partager à la fois mon expérience et surtout les connaissances de Raphaël. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Merci encore Virgile et Untied, hein, c'était super. Merci, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.